Bonjour tout le monde, moi c'est Lorena, je suis responsable de l'équipe contenu. Pour ce mois-ci, à chaque mois, on donne une direction au thème. Ce mois-ci, pour y arriver à perpétuer et réinventer, je voulais vous partager une petite anecdote de comment on s'est rendu là. Moi, j'habite à Montréal depuis 12 ans, je suis d'origine mexicaine. Et la première année, j'ai passé Noël ici pour la première fois sans ma famille. Et j'étais avec mon copain à l'époque, et c'était un dimanche à 5 heures quand on quittait le centre d'achat, puis il n'arrêtait pas de chialer parce qu'il fallait acheter tout plein de cadeaux pour tout plein de monde, puis il était tanné. Et dans le chemin de retour, moi, j'ai pas pu m'empêcher de ressentir une grande tristesse. Puis j'ai même eu, comme il me disait, des pleurs-pleurs. Puis il m'a demandé qu'est-ce qui arrive, puis moi j'ai dit, je m'en fous des cadeaux, moi je donnerais tout l'or au monde pour passer Noël avec ma famille. Je ressentais un gros vide. Fait qu'à ce moment-là, lui, il a dévié l'auto, puis j'ai fait comme, tu fais quoi? Il m'a dit, attends, on va aller te trouver un ami. Puis on est allé acheter un arbre de Noël qu'on a nommé Nat pour Nativité. Puis c'était Nat le premier. Puis cette année, on a eu Nat le 10e, parce que c'est pas à chaque année que je passe Noël ici. Et puis il a embarqué, il m'a dit, c'est quoi les traditions dans ta famille? Puis j'ai dit, ben on fait des biscuits de Noël, on fait des truffes, on décore l'arbre de Noël, on décore avec des cadeaux spirituels, etc. Puis il a embarqué dans ça, fait qu'il a adopté, puis on a adapté les traditions aussi, puis ça m'a permis d'avoir un sentiment d'identité et d'appartenance. Donc c'est pour cela qu'on a choisi nos conférenciers qui vont vous parler aujourd'hui. On est vraiment chanceux d'avoir les trois, dont le premier c'est Moussa Sen. Il est le président du Conseil interculturel de Montréal et je l'invite à passer sur scène. Il va nous parler de la salutation. Comme quoi, c'est important d'établir un lien avec la personne avec qui on a interagi. Si vous voulez le donner Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ça va et toi? Super, moi ça va très bien, merci. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Donc je m'appelle Moussa, je suis d'origine sénégalaise. C'est un mot inventé par ma blonde pour dire à la fois sénégalais et québécois. J'ai grandi dans ces deux cultures et en fait, ça m'a donné une perspective qui m'a permis de voir l'importance des traditions, mais aussi de voir le danger de ne pas questionner nos traditions, de ne pas les examiner. Donc, c'est par les traditions qu'on décide qui fait partie de nous, qui est inclus dans le groupe, mais également qui est exclu du groupe. Donc, les traditions ont un pouvoir d'isolation et d'exclusion. Et donc, comme le dit le grand maître Yoda, le côté obscur de la force, redouter tu dois. Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du côté obscur, car c'est le temps des fêtes. Je vais vous parler de la vitalité que peuvent apporter les traditions dans une société. Qui dit Afrique, dit tradition. Vous le savez, l'histoire, l'aventure humaine a commencé en Afrique. Et dans un sens, les sociétés africaines sont celles qui ont la plus longue expérience de vivre en communauté. Leur histoire s'inscrit sur des dizaines de milliers d'années. Et c'est donc dire que les façons de vivre, les façons de penser, les traditions qu'on retrouve en Afrique, non seulement ont des racines très très profondes, mais sont très nombreuses. Je pourrais donc vous en parler pendant des heures, mais on va commencer aujourd'hui par le commencement, les salutations. Au Sénégal, dire bonjour est important, très important. Si vous arrêtez quelqu'un dans la rue pour demander votre chemin et que vous ne dites pas bonjour avant cela, eh bien cette personne va vous envoyer dans la mauvaise direction. C'est pas une joke. Dire bonjour, c'est un rituel presque sacré au Sénégal. En fait, on dit bonjour. En fait, comment ça fonctionne? On dit bonjour en disant bonjour, mais aussi en demandant comment ça va. Et ensuite, on demande des nouvelles de la famille, de chaque membre de la famille. La mère, le chum, la sœur, le frère, la grand-mère. Ensuite, on demande des nouvelles de la santé. Ensuite, des nouvelles du travail, des affaires. Et plus ça dure, mieux c'est. Et souvent, en plus, en faisant ça, on se tient la main. Les étrangers qui voient ça pensent que c'est une perte de temps.
Mais non, ce n'est pas une perte de temps. En fait, c'est un investissement de temps dans nos relations. C'est un investissement qui va nous permettre de trouver notre point commun avec les gens. Par exemple, le fait que nos parents viennent de la même ville d'origine. Et une fois qu'on a trouvé ce point commun, on peut commencer à discuter, à échanger, même à s'obstiner. Et en fait, si on se fâche, on va toujours revenir à ce point commun pour négocier et se réconcilier. Ce point commun, il transcende nos individualités, il nous lie l'un à l'autre et à travers nous, lie nos communautés. Au Sénégal, on a 13 millions d'habitants, mais on a cette mentalité qu'on est un village. Et que dans ce village, on est en relation avec n'importe qui, et on a un point commun avec n'importe qui. La personne qu'on rencontre, même inconnue, même avec des opinions très différentes des nôtres, elle fait partie de notre village. Et on doit reconnaître nos liens et les honorer. On fait cela au nom de la paix du village, du bien-être du village. Cette façon de voir le monde, je la porte en moi, et je pense qu'elle a été dans l'esprit du Québec pendant longtemps, mais qu'elle se perd de plus en plus. Et je pense que si on arrivait un peu à la recréer, la retrouver, bien on y gagnerait tellement en tant que société. Et donc, désolé, je vais vous dire slide, donc vous avez... Mais rassurez-vous, c'est juste des mots. C'est ça. Et pour ce faire, j'aimerais peut-être vous proposer qu'on essaye de ramener cette tradition. Ça ne va pas être facile parce que justement, ce n'est pas dans notre tradition. Mais on pourrait commencer par se dire bonjour plus souvent et aussi le dire de façon plus significative. Et j'ai un petit exercice pour vous que j'aimerais vous demander de faire plus tard. Lorsqu'on aura fini, abordez une personne inconnue dans la salle. Dites-lui bonjour, demandez-lui comment elle va. Essayez de trouver ensemble votre point commun. Et pour les plus audacieux et audacieuses, tenez-vous la main pendant que vous le faites. Et ainsi, j'espère que dans quelques années, peut-être que nous aurons créé une nouvelle tradition sénégalaise. Merci. Notre prochain speaker, c'est un professeur de langue chinoise à Sherbrooke dans plusieurs universités. Et lui, il vient nous parler de l'identité et les traditions. Donc, donnons la bienvenue à David T. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. Pour ceux qui se posent la question, non, c'est pas la mais je vous avoue que quand je suis revenu de la Chine après avoir passé 5 ans là-bas, David City était partout pour me dire « Es-tu David City? » Mes préoccupations n'étaient pas le thé. En fait, moi quand je suis revenu, les questionnements que je me suis posés, c'était comment je pouvais arrimer mes deux passions, c'est-à-dire les langues et la bouffe. Je me suis rendu compte au fil du temps que ça se traduisait à travers l'enseignement. Donc, comme Lorena l'a dit, je suis enseignant de chinois à Sherbrooke depuis bientôt 7 ans. Et dans mes cours, j'enseigne à mes étudiants comment faire des raviolis chinois, des dumplings. C'est ma façon, c'est la partie tradition. Je vous dis, je suis professeur de mandarin, mais je vous avoue que des fois, je me demande si je suis pas plus imposteur de mandarin, parce que le chinois n'est pas ma langue maternelle. Je l'ai vraiment appris from scratch, et ma langue maternelle, en fait, est le cambodgien officiellement, et le français officieusement. Avant que je comprenne c'est quoi la notion d'identité, la notion de nationalité, pour moi, j'ai toujours cru que j'étais cambodgien parce que mes parents, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est là qu'ils sont nés. Jusqu'au jour où j'ai appris que j'avais des ancêtres chinois, et là, mon rêve d'être chinois s'est un peu réalisé, puis j'avais une fascination quand j'étais jeune pour la Chine. Donc, ça donne bien. Donc, je suis allé vivre 5 ans en Chine pour faire des études en linguistique, en enseignement du chinois comme langue étrangère, mais aussi pour explorer le chinois en moi. Je trouvais ça important. Donc, en allant là, ça a été des années vraiment, vraiment enrichissantes parce que j'ai appris des nouvelles traditions, des nouvelles coutumes, des nouveaux rites que j'ai intégrés en fait à mon quotidien aujourd'hui. Ça a été aussi très fructueux parce que pour moi, ça a été un laboratoire d'observation, un laboratoire d'expérimentation tant au niveau de la langue, de l'enseignement et de la nourriture. Donc, je te remercie. Ben voilà. Donc, ouais, slide.
Ça, c'était moi en Chine. Et donc, on pourrait dire que je me suis réapproprié ces traditions-là, mais je vous avoue que le mot appropriation me rend mal à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est comme si je décidais de traduire, par exemple, un roman de Michel Tremblay en chinois, puis m'auto-proclamer auteur de ce roman-là en chinois. Alors que le chinois n'est pas ma langue maternelle, les traditions que j'enseigne à mes étudiants, je suis pas né avec ces traditions-là. Donc le dumpling, les célébrations, par exemple, du Nouvel An chinois, je n'ai pas vécu avec ça. Et je l'enseigne comme si ça faisait partie de moi, une partie inhérente, parce que j'ai la tête de l'emploi. Mais mes parents m'ont appris ni l'un ni l'autre. C'est des choses que j'ai décidé d'adopter, moi, dans mon quotidien et d'adapter. Voilà. Et donc, ce malaise-là, je vous avoue que je l'associe en partie à mon identité que je trouve complexe. Je me suis toujours demandé quelle était mon identité, où est-ce que je fitais dans le monde. Parce qu'en Chine, les Chinois me voient comme ce qu'ils appellent un ABC, donc American Born Chinese, alors qu'au Cambodge, les Cambodgiens me voient comme un Chinois. Parce que j'ai le teint très pâle. Puis au Québec, ben, des fois, les gens me disent « Mon Dieu, tu parles donc bien français. » Donc, je me dis, où est-ce que ma place se trouve par rapport à tout ça au Québec? Et après avoir discuté beaucoup avec des amis, dont Diana et Peggy qui sont là-bas, je me suis rendu compte qu'au Québec, l'identité québécoise actuelle, elle est multiple. Donc, il y a plusieurs types d'identité et elle est aussi métissée. Et moi, par rapport à ça, je me retrouve dans ce métissage-là, qui je trouve qui est très important, qui fait que c'est une force, en fait, de notre société et qui va être de plus en plus importante, je pense, dans les générations à venir. Je pense que c'est quand même la semaine. Donc, moi, en tant que professeur, je crois que la langue est indissociable de la culture, parce que la langue est un vecteur de la culture et la culture est un portail vers la langue. Donc, c'est pour ça que c'est devenu une tradition, moi, dans mes cours, de faire des raviolis chinois, des dumplings, et d'en parler du Nouvel An chinois. Parce que le dumpling en tant que tel, c'est quelque chose de très, très, très symbolique en Chine. Si vous demandez aux Chinois, la nourriture occupe une place très importante et ça a en fait une valeur métaphorique. Métaphorique dans le sens où, pour le dumpling, ça ressemble en fait à, je ne sais pas si on a la slide, il y a en fait une ressemblance avec une ancienne monnaie d'échange. Donc les Chinois pensent qu'en mangeant de la nourriture qui ressemble à quelque chose qui va nous amener de la fortune, de la prospérité, ben on se dit on va en manger. Bon, visiblement, je roule pas sur l'art. J'en ai mangé des dumplings, beaucoup, mais bon. Donc c'est très important. Et le dumpling aussi a un aspect rassembleur. C'est quelque chose qu'on fait en famille, c'est quelque chose qui réunit les gens. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ça pour le Nouvel An chinois. Et en chinois, le dumpling, on l'appelle jiaozi. Donc le jiaozi est au chinois ce que le ravioli est aux Italiens, ce que le pierogi, mettons, est aux Russes ou le mandu aux Iraniens. Donc vous voyez que peu importe les cultures, peu importe les gens qui l'ont adopté, ils l'ont adapté. Et je trouve que c'est un élément qui est rempli de créativité, dépendamment de ce que nous, on veut faire avec ça. Moi, si ce que vous voyez, je l'ai fait avec version cheeseburger dumpling, version un peu nord-américaine, parce que le burger, je pense, c'est très représentatif de l'Amérique du Nord. Et qui n'aime pas le fromage fondu? C'est comme une des meilleures inventions au monde. Donc voilà. Au lieu de m'approprier ou de me réapproprier ces traditions-là, ces cultures-là, je préfère dire que je les ai adoptées et que je les ai adaptées, en fait. Parce que je me sentais encore plus imposteur de dire que je m'ai réapproprié. Et il y a un côté un peu de prendre quelque chose et de faire sa propriété, alors que je pense pas que ça fit là-dedans. Et les adapter pour mieux les partager aussi. Parce que la forme, le contenu, je pense, peut différer, mais le but, peu importe la culture, reste la même. Je pense que c'est de célébrer, de mettre en valeur différentes facettes de la vie et à travers les traditions. Et à part de ça, je pense que les traditions ont une origine qui est importante d'honorer
après ça, ce qui est important, je pense, c'est de les célébrer, de les vivre entre nous. Excusez-moi. Ce qui est important, c'est de les vivre ensemble à l'image de qui on est. Parce qu'on les vit pour nous et on les vit pas pour les autres. En tout cas, moi je les vis pour moi-même. C'est ça qui est important pour moi. Et les traditions sont aussi porteuses d'une richesse. Richesse qui parle des communautés. Donc, dans un monde où ici on a plein de communautés, je pense que c'est une façon, en fait, d'abolir certains préjugés, de mieux comprendre les différences par rapport à ça. Encore plus dans une société comme la nôtre, qui est tellement métissée, qui s'en va vers ça, une société qui est bâtie sur la diversité et qui, je pense, va se perpétuer à travers un métissage et le métissage aussi, je pense, des traditions. Donc, voilà. Merci, David. Notre prochain conférencier, c'est David aussi, Beauchemin. Les vignerons au vignoble du chemin. Et puis, il vient nous parler pas juste des traditions, mais des rituels qui peuvent être inclus dans le fait de prendre la relève intergénérationnelle du métier de vigneron. Bon matin. Peut-être que vous dites, bon, il y a un Québécois qui parle de tradition viticole au Québec, ça marche pas trop. Peut-être que, tu sais, s'il faisait genre du gossage de bois, là, on comprendrait plus. Mais non, dans ma famille, en fait, c'est le cas. Il y a une tradition viticole. En fait, ça a commencé avec mon père, qui, étant tout jeune, en fait, a développé un amour pour faire de l'alcool. En fait, il a commencé à 16 ans, illégalement, dans son garde-robe. En fait, la petite histoire, en fait, c'est... mon père était... en fait, ça, c'est... l'autre, là. En tout cas, bon, c'est pas grave. Mais, en fait, mon père... c'est pas mon père. Mon père est supposé être quelque part, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, la petite histoire, c'est ça. Donc, il y a un monsieur qui est venu à monter, qui était meilleur ami de mes grands-parents, qui était fils de vigneron, en fait, du coin de Montbazillac. Et c'est lui, en France, c'est lui qui a montré, étant tout petit, à faire de l'alcool et aussi à avoir l'amour du vin. Et en fait, cet amour-là, moi, j'ai grandi avec ça. D'un, il fait du vin depuis, avec ses propres raisins, donc ses propres vignes, depuis 89, qui est mon année de naissance. Donc moi, j'ai littéralement grandi en pilant le raisin, en goûtant, surtout en mangeant du raisin, je le faisais très bien. Et en fait, c'est ça. Donc c'est vraiment toute cette éducation que j'ai eue. Je me souviens quand j'étais petit, on se promenait dans le bois et puis mon père montrait les arbres et puis il disait « Ah, ça c'est le nom latin » et puis il arrivait vraiment à décrire chaque chose qu'il voyait. Puis ça m'a transmis cette passion-là. Mais bon, on grandit. Voilà, ça c'est moi qui mange du raisin, je vous l'avais dit, je le faisais bien. En fait, donc moi j'ai grandi. On grandit, on cherche un peu ce qu'on veut faire, et puis il y avait cette compréhension-là, cette recherche-là de comprendre, je pense, qui est restée, et c'est ce qui m'a fait un peu avoir un parcours peut-être atypique. Donc j'ai fait un bac en théologie d'abord, vous cherchez peut-être le lien avec la vigne, mais Jésus a transformé l'eau en vin, tu sais, mais en fait, donc c'est ça, j'ai fait un bac en théologie, puis j'ai commencé un bac en génie mécanique. Et quand j'étais en génie mécanique, en fait, je travaillais dans les vignes de mon père et je me suis dit, bon, mais c'est ça que j'aime. J'aime la terre, j'aime ce côté-là avec la nature, de découvrir ce qui se passe et d'avoir le côté le plus simple possible de la vie. En fait, c'est l'agriculture et ça, on l'oublie. Et donc, je me suis dit, ben, je m'en vais en œnologie. Il n'y a pas de cours d'œnologie au Québec. Donc, l'œnologie, c'est de faire le vin. Pas de cours d'œnologie au Québec. Donc, je suis allé pour le plan B. Je suis allé du côté de la sommellerie. Donc, ça, c'est... Ah, il y avait mon père. Je vais chercher. Donc, je suis allé du côté de la sommellerie. Je me suis promené. Je travaillais un petit peu dans l'Ouest canadien, un peu à Montréal, en fait, plutôt du côté de la Salle. Et puis, sinon, je suis allé à Paris. Et à Paris, en fait, c'est là où j'ai fait des rencontres qui ont été vraiment mémorables. J'ai travaillé dans un 3 étoiles Michelin, mais particulièrement dans un bistrot où, en fait, c'est un bistrot vraiment sur le vin. Et là, il y avait tous les sommets de la planète qui venaient. Et c'est là où j'ai rencontré énormément de vignerons. Et c'est en fait ces rencontres-là que j'ai vraiment fait des découvertes qui ont été importantes. Et il y a quelque chose, il y a une petite phrase qui paraît, bon, ça c'est l'autre après, d'accord?
c'est une phrase, en fait, qu'on trouve simple. La Terre n'a pas besoin de nous pour vivre, on le sait un peu. Si on n'existe pas... mais est-ce qu'on se rend compte à quel point l'agriculture, aujourd'hui, ne prend pas en compte ça? En fait, l'agriculture, aujourd'hui, c'est simple. On arrive, on dit... on plante une monoculture, qui est absurde pour l'environnement. Une monoculture, ça n'existe pas. Donc, on plante un champ de maïs. Là, on veut pas qu'il y ait d'herbe. Fait que on met du Roundup partout. Là, on veut pas qu'il y ait d'insectes. Donc, on met des insecticides partout. Et on enlève toute la vie. Et après, on se dit, ah ben merde, là, les plantes poussent pas. Donc là, on rajoute des engrais parce qu'on se dit, bon, ben, vu qu'il n'y a pas de vie, ben, on va mettre de la vie en mettant des engrais, on va mettre des minéraux et tout ça. Donc, il y a un déséquilibre qui est complet au niveau de la vie, au niveau de l'agriculture. Et moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement revenir à des traditions qui sont plus lointaines. Ça fait 100 ans qu'on a détruit notre agriculture. Et aujourd'hui, on se rend compte, peut-être que il faut revenir à l'arrière. Et pour moi, une des solutions, en fait, c'est, je dis pas que c'est la seule, c'est la biodynamie. On va le voir un petit peu plus loin. On parlait, en fait, on essaie vraiment de garder la vie. En fait, chez nous, on garde vraiment de l'herbe pour garder le plus possible d'insectes. On va avoir une biodiversité. Mon cousin a eu l'idée d'avoir des canards l'année prochaine. Donc, tout un peu cet aspect-là qu'on essaie de suivre. La biodynamie. Pourquoi je parle de biodynamie? On parlait de tradition. La biodynamie, ça suit d'abord le calendrier lunaire, par exemple. Donc, on dit, c'est peut-être un peu flyé, là, la lune et tout. Mais on oublie en fait que les marées sont dictées par la lune. Donc, il y a un pouvoir qui est beaucoup plus grand de tout ce qui nous entoure. Et la biodynamie en prend compte. Par exemple, on dit souvent en France, les anciens, faisaient leurs conserves en lune descendante parce que le fruit était plus... ça ramenait le fruit, donc il y avait plus de fruits au niveau des conserves et toutes ces choses-là. Et c'est ça que je trouve très intéressant. La biodynamie, pour moi, c'est quoi? Bon, je paraphrase énormément, si vous voulez, je peux en parler plus longtemps après. Mais pour moi, c'est de prendre conscience et de faire... de prendre en compte les micro-organismes les plus petits comme les choses les plus grandes comme les planètes autour de nous. Donc, il va y avoir des préparats, ce qu'on appelle les préparats de biodynamie qui font partie, on peut parler de rituels un peu là-dessus, où c'est, par exemple, ça va être, moi je dis c'est un peu flyé, pour moi c'est pas ésotérique parce qu'il y a vraiment tout ce côté-là où il y a ça développe les micro-organismes. Là, je me suis justifié avant de dire pourquoi. Mais en fait, par exemple, on va prendre la bouse de vache, on va la mettre dans une corne, on va la mettre sous terre pendant 1 an. Et ensuite, on va ressortir ça et on va le diluer à l'eau pour justement enrichir ces micro-organismes. Donc, tout vient dans cette idée-là. Et nous, par exemple, on travaille beaucoup avec les plantes. On a de la prêle, on a de l'ortie, on va les récolter. L'ortie, on va faire un purin d'ortie, par exemple, qu'on va réutiliser pour les vignes. Et au niveau de la prêle, c'est un fongicide naturel. Donc, la nature, en fait, nous amène ces éléments-là qui peuvent faire qu'on est autosuffisant et puis qu'en fait, on a aussi un écosystème qui s'ensuit. Et là, peut-être vous vous dites, ouais, mais là, c'est un peu flyé. Le vin, c'est juste du jus de raisin, après tout, c'est pas grave. Déjà, je mange bio, je fais attention, je mange des bananes bio. Moi, les bananes, ça vient d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je fais attention et pourquoi j'irais vers le vin? Eh bien, en fait, le problème, c'est que le vin, quelque part, c'est plus juste aujourd'hui du jus de raisin. En fait, on peut le voir dans la prochaine slide. Ça, c'est dans les normes européennes. Allô? Bon, il en manque peut-être une, mais bon, c'est pas grave. En fait, il y a 300 produits chimiques qui sont légaux dans l'Union européenne à mettre dans le vin. Là, on parle d'ammoniac, on parle d'arsenic, on parle de choses qui sont absurdes et qui sont très mauvaises pour la santé. Donc quand on arrive et on dit « Ah, ben là, c'est pas grave, je vais juste prendre un petit vin cheap », mais c'est ça aussi qu'on fait. Ces gens-là, en fait, le but, c'est pas de faire le meilleur produit possible. Le but, c'est de faire de l'argent. C'est une business, c'est une industrie. Donc, on parle de vin d'industrie. Et pour moi, c'est tellement important, quelque part, de se battre contre ça. Parce qu'on parle plus des mêmes produits. C'est pas on est loin de l'artisanat. Là, quand les gens récoltent à la machine, c'est des camions qui sont énormes. Ben, tout le vin est oxydé, mais c'est pas grave. Ils rajoutent tellement de trucs dedans qu'au final, ça goûte pas si pire. T'sais. Mais après, il faut prendre conscience que c'est ça qu'on a. Bon, je ferme la parenthèse, parce que je peux en parler longtemps. Donc, on a aujourd'hui énormément de connaissances. Aujourd'hui, on a énormément de choses qui sont autour. Est-ce qu'il faut absolument retourner exactement comme l'agriculture se faisait il y a 100 ans? Non, je pense pas.
Je pense en fait il faut adapter toutes ces traditions, il faut adapter à notre terroir. Par exemple, moi j'ai travaillé en France. Est-ce que je vais prendre toutes les choses qui se font en France et les amener ici? Non, il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que les gens font ça là-bas et qu'est-ce qui peut fonctionner ici? Mais après, il faut aussi aller voir ailleurs. Il faut continuer d'apprendre, il faut continuer d'aller chercher, de chercher à vraiment à s'améliorer, à faire si le but c'est de faire le meilleur vin possible, le but c'est d'être en quête constante pour faire le meilleur vin possible. Et là, je parle énormément de tout ce qui est connaissance, mais aussi et avant tout, ça se passe dans la collectivité, ça se passe avec les gens. Au vignoble, il y a mon père, qui est très important, il y a aussi mon cousin, et sans ces gens-là, en fait, il y a Robin qui est mon cousin, et puis sans ces gens-là, on n'a pas ce rapport-là à la tradition. En fait. Au final, la tradition, c'est pas juste de dire on prend quelque chose. La tradition, c'est les gens. C'est ça qui fait une tradition. C'est le fait qu'il y a un monsieur qui a montré à mon père, qui m'a montré. Et moi, je vais montrer à une génération après. Et il y a toute cette suite-là. En fait, la tradition, ça passe par les gens et par la communauté. Et en fait, c'est là-dessus que j'aimerais terminer. Voilà.